grand-mère, le café qui vous réveille, en douceur. Avec ça, madame, vous allez vous régaler. Chef, pour un très bon rôti, comment je fais? Pour être sûr, prends du Jean Rosé. Vous êtes sûr? 20 ans de métier, tu peux me croire? C'est délicieux, mon chéri. Bah attends, moi, 2 mois de métier. Mon boucher a tranché. La bonne viande, c'est Jean Rosé. Sur France 2, retrouvez votre film avec MTech BASF. MTech BASF, cassette vidéo, CDR et support multimédia. Jumanji. Hein? Jumanji. Jumanji avec Robin Williams. Le mystère n'aura plus de secret pour vous. Demain soir sur France 2. Virginie crie tout le temps. C'est plus fort que moi. Guillaume en a assez. Depuis qu'on est ensemble, ça a toujours été comme ça. Christelle en a marre. Christelle, c'est tout et tout de suite. Je crois que je vais cramer. Boris souffre d'être délaissé. Un peu déstabilisant. Il reproche à Isabelle de ne pas lui montrer qu'elle l'aime. J'aimerais qu'elle l'extériorise. Guillaume, tu m'énerves. Ta gueule, tais-toi, ça suffit. Oui, si j'avais des sous, mais tout de suite, tu achètes une 406. Il est mal, là, je vous assure, il est mal. S'il reste, bah, c'est qu'il aime bien. C'est qu'il aime bien. Passionnel, sans tabou, sans complexe. La vie à deux avec Dorothée et Max. Max, c'est notre spectateur privilégié. Tous les jours à 17h35 et 20h25 sur France 3. Envie d'un nouveau confort de conduite? Besoin de plus de puissance pour plus de performance? Deux innovations technologiques pour plus d'efficacité. Ford Transit. Mission accomplie. Avant, j'étais directeur de la région Bretagne. Maintenant, je suis directeur de la région Grande-Bretagne. L'APEC. On n'a pas trouvé mieux pour trouver mieux. La fiction sur France 2 avec les magasins Pulsat, télé, hi-fi, vidéo, ménager, multimédia. La fiction sur France 2 avec les magasins Pulsat, télé, hi-fi, vidéo, ménager, multimédia. Question sur la stratégie américaine après presque un mois de bombardement sur l'Afghanistan et tandis que les opinions internationales doutent. En France, c'est la colère des policiers. 2 d'entre eux ont été tués par un truand remis en liberté. Y a-t-il un laxisme des juges? Les États-Unis, la stratégie américaine, la colère des policiers. 2 débats, c'est dans Mots croisés tout de suite. Bora V6 4Motion 204 chevaux. Échappé de chez Volkswagen.
C'est un nouveau secret de Pauline. Poire, pomme, dans des petits moelleux délicieux. Les secrets de Pauline, ils sont faits à sa façon. Avant, j'étais un ingénieur au bord de la crise de nerfs. Depuis 3 mois, je suis un ingénieur au bord de la mer. La PEC, on n'a pas trouvé mieux pour trouver mieux. Chérie FM a sélectionné pour vous le meilleur de Laura Pausini. Elle est la plus belle voix d'Italie. Laura Pausini, 16 chansons à revivre sur un même album. Ouh, ya ouais, dis donc, ouais, c'est super le jogging, hein. Enfin, pour se déplacer, ça va 5 minutes. Je dis ça parce que j'ai vu une voiture, mon pote, une voiture. Ah D'ailleurs, je crois que je te remercierai jamais assez si tu m'avançais un peu d'argent. Mais t'es pas obligé de répondre tout de suite, hein. Prends ton temps, réfléchis. Pour réaliser vos projets, contactez plutôt Mediatis au 0821 800 900. Mediatis, le crédit qui vous prête aussi de l'attention. France 2 vous donne rendez-vous avec Somfy, automatisme pour la maison. Génial, drôle ou futile, toutes les inventions sont dans... Fallait y penser, le magazine des inventions et des bonnes idées. Le top de l'année. Une idée insolite, abracadabrantesque. Je trouve ça très sympa. Les inventeurs ont la foi et ils peuvent parfois convaincre des foules entières. Tout le monde ne pense qu'à ça. Moi, j'ai encore plus étonnant à vous montrer. Le monsieur n'a pas l'air bien malade. Un putain de rêve un peu fou, à piquer des hannetons, si je peux dire. Des fous, il y en a toujours eu. Toutes les bonnes idées sont dans Fallait y penser, présenté par Frédéric Lopez et ses chasseurs d'idées, en compagnie de Michel Galabru, demain soir sur France 2. Bora V6 4Motion 204 chevaux, échappé de chez Volkswagen. Ne vivez plus contre la montre. Le temps joue pour vous. Covadis, faites équipe avec le temps. Pour vous, c'est quand l'euro ? Échangez dès aujourd'hui vos liquidités en traveler chèque American Express en euros. Et évitez la foule après le 1er janvier. C'est un nouveau secret de Pauline. Poire, pomme, dans des petits moelleux délicieux. Les secrets de Pauline, ils sont faits à sa façon. Une performance qui ne dure pas n'est pas vraiment une performance. Michelin Alpin, plus d'adhérence sur neige, plus d'adhérence sur sol mouillé. Hiver après hiver après hiver. Et vous, vous avez des pneus ou des Michelin? Le 7 novembre. Attention. Elle et moi, on avait décidé de se débarrasser du superflu. Mais pas de l'essentiel. D'abord éliminer et ensuite puiser naturellement assez de calcium et de magnésium pour garder le moral. Résultat, elle est merveilleuse. Tiens, mais ce ne serait pas pour lui tout ça. Contrex, mon partenaire minceur. Si on veut aborder sereinement la pub France Inter, faut oublier nos vieux réflexes d'agence de pub. Si on arrive à choper l'esprit Inter, après on n'a plus qu'à dérouler. Dérouler quoi? Bah l'esprit Inter. Pour moi, dans le côté décalé, c'est un verre à soie qui se tricote un slip. L'aspect inattendu. Non, c'est pas ça l'esprit Inter. Mais alors c'est quoi? Oh, c'est France Inter, c'est un esprit, quoi. C'est l'esprit Inter. Ou alors un couple d'esturgeons qui fait du turf, le côté rare et jeune à la fois. C'est pas bon ça? Bon, moi je propose qu'on laisse reposer, puis l'esprit viendra tout seul.
prières de l'opéra. Les prières de l'opéra. Le recueillement sublime des plus belles pages de l'opéra. Sensuel de Well, le premier coordonné collant lingerie qui éveille les sens. Sensuel de Well, on n'a jamais fait mieux depuis la peau. Qui sont-ils? Quels sont leurs moyens? Vérifié par Minitel 3617 Vérif, votre meilleur agent d'information sur les entreprises. Bonsoir, merci de nous rejoindre. Les États-Unis vont sans doute changer ou tout au moins adapter leur stratégie en Afghanistan. Après presque un mois de frappe, vous le savez, il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de questions qui se posent. Et puis en France, il y a la colère des policiers. Les flics, comme l'on dit, ne sont pas contents. 2 d'entre eux ont été tués par un truand remis en liberté. Ça pose aussi beaucoup de questions sur le fonctionnement de la police et de la justice. Donc les États-Unis, la colère des policiers, ce sont les 2 débats de mots croisés ce soir. La stratégie américaine est-elle efficace? Les opinions publiques doutent, politiques et militaires américains, eux, rassurent. Pour moi, nous ne sommes pas du tout dans une impasse. Nous devons faire ce qui doit être fait. Nous essayons de le faire avec force. Et nous tentons de terminer ce que nous avons à faire. 4 semaines de bombardement et Ben Laden menace toujours. Il appelle à la guerre de religion. Les talibans sont toujours là. Pendant 10 jours, Jalalabad a été bombardé toutes les nuits. Ensuite, les bombardements se sont espacés. Là, la confiance est revenue, les gens sont revenus en ville. Les talibans eux-mêmes sont revenus en ville. Ces derniers jours, ils paradaient en ville. Ils sont extrêmement sereins et extrêmement confiants. Alors, les États-Unis vont-ils changer de stratégie? Les organisations humanitaires, elles, redoutent la famine. Pour le moment, ça va encore, mais l'hiver, c'est toujours le mot clé, le mot qui fait peur à tout le monde. Le cauchemar, c'est le mot hiver. Et l'hiver est demain. La grande colère des policiers. Ils étaient plus de 10 000 à manifester après l'assassinat de 2 d'entre eux. Trop c'est trop. Nous n'avons pas de moyens, on n'a pas de gilet pare-balles, on n'a rien. Pourquoi les juges remettent-ils en liberté un truand multirécidiviste? La loi sur la présomption d'innocence en question. La loi sur la présomption d'innocence, dite la loi Guigou, nous l'avons dénoncée, nous le répétons, est une machine à fabriquer de l'impunité. Policiers et magistrats sont au moins d'accord pour demander des comptes aux politiques. Nous allons interpeller solennellement à la fin de l'année nos politiques. Nous exigeons des réponses claires, pas des déclarations d'intention sur le thème de la tolérance zéro, etc., mais qu'on nous dise comment, avec les moyens dont nous disposons, on va pouvoir faire. Voilà, tout à l'heure, donc, nous parlerons de la sécurité, de la colère de la police. Justement, face à face, il y aura des policiers et des magistrats qui interpelleront 2 politiques, en l'occurrence Jean-Paul Huchon, qui est le président de la région Île-de-France, et Patrick Devedjian, qui est l'un des porte-parole du RPR. Mais d'abord, bien sûr, la stratégie américaine, ces questions sur l'adaptation donc de cette stratégie après un mois de bombardement. Beaucoup de questions avec nos invités ce soir. D'abord, Bernard Kouchner, est-ce que vous partagez, vous aussi, comme d'autres, les doutes sur l'efficacité de la stratégie choisie il y a un mois par les Américains? Non. C'est bien trop tôt. Laissons le temps nécessaire à une stratégie de s'installer. Les Américains nous avaient prévenus, et nous le savions, qui connaissons l'Afghanistan. Ce serait long, ce sera long, beaucoup plus long encore que nous le prévoyons ici. Si on nous avait demandé notre avis, à quelques-uns d'entre nous qui connaissons l'Afghanistan, nous aurions dit que sans doute ce ne serait pas facile. On nous avait dit bombardement, puis seconde étape, seconde phase. Le combat au sol sera très difficile. Je crois qu'il ne faut pas oublier d'abord, et ce qui me frappe, c'est qu'on oublie pourquoi
les Américains et nous-mêmes sommes engagés. On oublie, 11 septembre, on a déjà plus dans la tête l'image de ces avions frappant les Twin Towers. C'est-à-dire que dans les opinions publiques, quand elles faiblissent, c'est-à-dire qu'on est en train de zapper, quoi. C'est-à-dire que, vous savez, maintenant, une guerre, il faut que ça soit gagné en 8 jours, et au bout de 8 jours, on doute. Mais on doute de quoi? Quel est le souvenir de la guerre? Les gens doivent connaître les pratiques de guerre. Évidemment, il y a d'horribles, ce qu'on appelle des dégâts collatéraux, d'horribles frappes, aussi contre la population civile, comme dans toutes les guerres, et ça ne les excuse pas, et je suis très effrayé de voir les quelques photos qu'on nous montre. Mais je crois que c'est bien trop tôt, il faut manifester, nous, les Européens, notre solidarité d'abord, il est bien trop tôt pour douter. Donc il faut continuer. Petite question, on sait le rôle que vous avez joué après au Kosovo, mais on compare beaucoup cette période à ce qui s'est passé, aux questions aussi qu'on se posait sur l'intervention au début au Kosovo. Mais on se disait, il y a des cibles, on comprend sur quoi on tape. Là en Afghanistan, on ne comprend pas très bien sur quoi on tape. Ça c'est peut-être vrai, parce qu'un bâtiment abattu en Afghanistan, ça ne représente rien. Il y aura des guerres éparses, des luttes de clans, des batailles très longues dans des montagnes impossibles. Mais si vous voulez bien revenir au Kosovo, on doutait aussi pendant le premier mois, puis le deuxième, puis 2 mois et demi, et après on n'a plus douté. Et je vous rappelle que dans quelques jours au Kosovo, il y aura des élections qui auront été la conséquence et des frappes et de l'intervention internationale. Je crois, j'espère, je pense que ça se passera de la même façon en Afghanistan, avec beaucoup plus de difficultés. Alors, avec nos invités, ici, on ira tout à l'heure aussi, évidemment, à Washington. On fera le point Islamabad avec ceux qui représentent les organisations humanitaires. On ira aussi au Caire, voir comment on réagit dans les pays arabes. Mais Jean-François Dugnot, Bernard Kouchner a dit qu'il faut continuer. Vous étiez avec nous il y a 1 mois et demi. Vous nous avez dit qu'il faut que les Américains se défendent. Et puis aujourd'hui, vous dites, à l'inverse de Bernard Kouchner, il faut arrêter les frappes. J'ai dit qu'il fallait arrêter les bombardements, c'est-à-dire pas les bombardements tactiques. S'il y a une offensive de l'Alliance du Nord et que les avions américains font ce qui est normal, c'est-à-dire qu'ils pilonnent les positions adverses, ils accompagnent les chars et les combattants, tout ça, c'est la guerre. Mais les frappes sur Kaboul, sur Jalalabad, sur Kandahar, j'ai dit, le premier, je ne le regrette pas, que je voyais de moins en moins l'intérêt militaire, parce que, comme l'a dit Bernard Kouchner, qu'est-ce qu'on bombarde en Afghanistan? Il n'y a pas de centre décisionnel ultra sophistiqué de mesures et de contre-mesures électroniques, il n'y a pas d'usine modèle importante, fondamentale, il n'y a pas d'aviation. Entre nous, quand j'entends qu'il a fallu près d'1 mois pour avoir la maîtrise du ciel, je m'étonne. Mais je voyais... alors, Jean-François, non, mais moi, je voyais, c'est pour ça que je suis intervenu il y a 3 semaines, je crois, je voyais les inconvénients politiques augmenter, parce que c'est un thème de propagande contre nous, contre les Américains, contre tout le monde, et qui ferait presque oublier ce que je ne fais pas, l'horreur qui s'est passée à New York et à Washington. Je vois les inconvénients politiques, alors que je ne vois pas les avantages militaires de ce type de frappe. Je le dis bien, de ce type de frappe. Et je souhaite donc que le plus rapidement possible, on passe à une phase qui soit à la fois sur le sol, il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas de dictateur... Plus coûteuse, on en parlera tout à l'heure, mais ce sera plus coûteuse sur le plan des vies humaines, ça. Ah ben ça, c'est évident. Le zéro kill n'a plus sa raison d'être dans ce genre d'opération. Et les frappes aériennes à très haut niveau maintiennent un certain temps l'illusion du zéro kill. Mais ça ne fait pas progresser. Vous savez, je ne connais pas de dictateur qui ait cédé à des frappes aériennes. Milosevic a cédé à la menace d'une intervention terrestre très précise, on le sait maintenant, ou on le savait, par la Hongrie. Saddam Hussein n'a pas cédé sous les bombardements, Hitler n'a pas cédé sous les bombardements. Donc il y a un moment où le vrai combat, comme la démocratie, comme l'aide humanitaire, enfin comme tout, ça se passe au sol. Et je crois qu'il faut maintenant que les Américains se rendent compte, ce n'est pas du tout inamical de le dire, que les frappes, disons, générales sur des objectifs militaires, on les comprend de moins en moins. En revanche, on comprend tout à fait les frappes tactiques qui accompagne un progrès de la résistance afghane, si je peux l'appeler ainsi, et qu'on comprendrait tout à fait alors qu'il y ait des opérations beaucoup plus ciblées. Parce qu'il ne faut pas non plus oublier le but de la guerre. La question, c'est que personne ne sait très bien les buts de guerre. Ah non, mais je vais vous le rappeler. Le but de la guerre, c'est pas contre l'Afghanistan ou les Afghans. Et nous connaissons ici, nous sommes plusieurs à avoir très bien connu les Afghans et avoir été de leur côté. Non, c'est pas le but. Le but, c'est de supprimer une base du terrorisme international, et notamment ce que les Afghans appellent entre eux, d'une façon un peu simplifiée, les Arabes.
c'est-à-dire l'implantation de Ben Laden et de sa légion, transformant un pays, avec la complicité du régime, ça ne fait aucun doute, mais transformant un pays en une base du terrorisme international. Alors il faut à un moment se dire que c'est ça qu'il faut combattre et pas autre chose. Alors Gérard Chaliand, vous êtes expert en géostratégie. Est-ce que pouvez-vous nous expliquer, parce que bon, Bernard Kouchner dit qu'il faut être un peu patient, Jean-François Degnaud dit on ne comprend pas très bien sur quoi on tape. Quelle était la stratégie américaine au fond? Et pourquoi au bout d'un mois, on se dit tous, mais ça sert à quoi? Bon. La stratégie américaine a d'abord cherché à jouer la carte de l'après-Taliban. Et pour ça, la carte politique, quoi, au fond. On fait de la politique avant de faire du militaire, ou en même temps. En même temps qu'on a bombardé, les Américains ont recherché, avec le Pakistan, un après-Taliban possible. L'intérêt des Pakistanais, bien sûr, c'est d'avoir demain un régime qui leur soit favorable. Donc, ils ont jusqu'à un certain point intoxiqué les Américains en disant ce qu'il faut, c'est s'occuper des Pashtuns, laisser l'Alliance du Nord, négliger donc ce Nord. Et jusqu'à maintenant, en définitive, le Nord, à juste titre, s'est plaint du fait qu'il a été complètement marginalisé. La mort d'un dirigeant comme Abdul Haq, par exemple, qui était un héros de la résistance contre les Soviétiques, et qui a essayé, en tant qu'anti-Taliban et Pashtun lui-même, de pénétrer à l'intérieur de l'Afghanistan, qui s'est fait intercepter dans des circonstances qui sont encore mal éclaircies. Il paraît que les Américains auraient essayé de le libérer par hélicoptère, mais on ne sait rien. Moi, je soupçonne les Pakistanais de l'avoir donné, c'est-à-dire qu'ils ont annoncé « il passe, interceptez-le ». Ils mènent une politique qui est la leur et qui n'est pas nécessairement celle des Américains. Aujourd'hui, il va y avoir un changement tactique, ce n'est pas un changement de stratégie fondamentalement, il va y avoir un changement tactique. Ils vont mettre le paquet, les Américains, au nord pour essayer de dégager Mazar-e-Sharif, pour essayer de dégager des aérodromes dans le nord qui vont permettre de travailler directement sur le terrain. Et les hommes qu'ils ont au sol, c'est important parce que nos téléspectateurs ne le savent pas, ils se disent pourquoi il y a des agents américains au sol. Alors, on nous dit, on a reconnu maintenant que, c'est ce que disait M. Rothschild, le secrétaire d'État à la Défense, en visite là-bas, il dit ça va mieux parce qu'on a maintenant des hommes au sol qui aident au fond les bombardements. Oui. Qui balisent. Oui, c'est-à-dire qu'à l'aide de balises, ces hommes qui sont au sol permettent d'avoir une frappe plus rigoureuse. C'est très important, ça, pour la précision. Maintenant, venons-en au nombre de victimes. Les talibans nous disent qu'il y a 1500 morts dans les civils. Bon, écoutez, tout le monde connaît ici la guerre, tout le monde connaît aussi les Afghans, qui ont le chiffre homérique. On peut le diviser par 4. Hein. La première année en Afghanistan... Vous dites que c'est de l'intox, en gros. Mais absolument. La première année que j'étais en Afghanistan, c'était en 1980, j'y suis allé 2 fois. À l'Institut international des études stratégiques de Londres, on m'a dit... Vous avez une vague idée de ce qu'ils ont pu perdre, les Soviétiques? J'ai dit, je sais pas, entre 2000 et 3000 maximum. Ils m'ont dit, les Afghans disent 15 000. C'était le chiffre qui a été finalement marqué dans le rapport. Bon, les 15 000, il y a eu 15 000, oui, au total, dans les quasiment 10 années de guerre. Donc ces chiffres sont des chiffres de propagande, ce sont des bilans de propagande. Maintenant, venons-en à la guerre. La guerre, c'est une activité meurtrière, et nous, Européens, comme d'ailleurs les Américains, nous l'avons un petit peu oublié. En 1973, les Américains sortirent du Vietnam, ils avaient perdu 55 000 hommes. C'était douloureux, mais considéré comme normal. Quelques années plus tard, en 1983, à Beyrouth, ils perdent, avec un camion suicide, 241 Marines. Quelques semaines plus tard, ils sortirent du Liban. L'opinion publique n'a pas pu encaisser dans sa sensibilité que sur un théâtre secondaire, on perd 241 hommes. Par la suite, ça a été au Kosovo ou bien en Bosnie, on ne veut plus prendre de risques. D'ailleurs, la Somalie, ça nous a coûté une quinzaine d'hommes. On veut le concept zéro mort, ce qui, très franchement, il n'y a pas besoin d'être stratège pour ça, est une absurdité. On peut, en bombardant, avoir 0 mort, mais au moment où il faut descendre au sol, comme l'a dit tout à l'heure Degnaud, comme l'a dit d'ailleurs aussi Kouchner, il va falloir descendre au sol. Ceci est absolument inévitable. Et pas seulement quelques petits commandos, il va y avoir une participation relativement massive
ponctuelle de troupes américaines au sol, selon moi. Alors, ça veut dire, Gérard Chalian, vous nous annoncez qu'il y aura des pertes américaines. On nous dit aussi qu'il y a des troupes françaises qui vont sans doute y participer. Ça veut dire aussi qu'il va falloir se préparer à avoir l'annonce de militaires morts dans les semaines qui viennent. Écoutez, très franchement, disons une dernière chose avant que je ne m'arrête. Ah, mais vous allez reprendre après. Hein. Oui. Il est impensable, quand on a perdu 5000 civils, que les professionnels ne consentent pas à perdre quelques centaines d'hommes. Bernard Kouchner, nous aussi, ça veut dire que si on a des troupes qui sont engagées, est-ce qu'on commence à reconnaître, au moins, même si c'est des services spéciaux ou des troupes spéciales, on aura aussi des victimes? Bien entendu, mais comment vous le faire? Enfin, je ris, mais ça n'est pas risible. Je veux dire, la guerre fait des victimes. Nous avons l'habitude maintenant, dans la guerre, de compter les morts civils. Vous savez que la proportion s'est inversée, c'était 10% de civils dans la guerre de 14, c'est 90% maintenant. Mais aussi des militaires, bien entendu. Oui, la guerre, ça fait des morts. Oui, la guerre, ça fait des souffrances. Oui, la guerre, ça fait du malheur. Mais le but de guerre est clair. Deuxièmement, je le répète, je ne sais pas si cette phase va démarrer ou va commencer dans une semaine ou deux, je ne sais pas. Mais je sais, parce que j'ai vu la guerre pendant de longs mois et années en Afghanistan, avec des troupes soviétiques qui étaient de rudes troupes et un ciel couvert d'hélicoptères, c'est très difficile de faire la guerre au sol en Afghanistan. Très difficile et très coûteux. Ça ne veut pas dire, là je ne suis pas tout à fait d'accord avec Jean-François, je pense qu'il fallait commencer comme ça. Et je pense qu'il faut aussi, comme but de guerre, non pas seulement arrêter ou mettre hors d'état de nuire M. Ben Laden, mais chasser les talibans. Chasser les talibans et vous aurez, avec les difficultés, les querelles, les fractions, le soutien des Afghans dans leur majorité. Je le crois. Alors on va dans un instant à Washington retrouver Laurent Muraviec qui est aussi un de ceux qui réfléchissent à la stratégie. Quand même, Chekeba Hachimi, vous êtes afghane, vous revenez d'Afghanistan, vous avez passé un mois, vous êtes arrivé juste avant le début des frappes américaines. Chekeba, il faut nous dire comment en Afghanistan au fond on vit, j'allais dire pas sous les bombes, mais en tout cas avec l'intervention américaine. Est-ce qu'on dit bravo les Américains, vous allez nous sauver, ou est-ce qu'on dit il y en a marre maintenant ? Déjà, je voulais juste préciser une chose. C'est vrai que là, autour de la table, on parle un petit peu, ça me fait un petit peu peur de voir, je ne suis pas une spécialiste de la stratégie militaire, mais quand on dit que ça va être long, on oublie que le peuple afghan, ça fait déjà 22 ans que ça dure. Et ça, on l'oublie totalement. On dit que ça va être long, on parle de pertes militaires, etc. Mais on oublie complètement ce peuple qui, depuis déjà 22 ans, subit cette guerre. Et c'est vrai que de l'autre côté, c'est cette impatience d'en finir avec cette guerre injuste, parce que ça fait des années que ça dure. Moi, effectivement, j'ai passé 5 semaines en Afghanistan, dans les provinces de Parwan Kapisa, donc dans les zones libres, contrôlées par l'Alliance du Nord. Et j'ai assisté un petit peu à l'évolution des gens, de Monsieur Tout-le-Monde dans la rue. Au début, quand je suis arrivée, juste un petit peu avant les frappes, parce qu'il y avait une excitation d'aller tous ensemble à Kaboul, parce qu'on se disait, effectivement, si les Américains réagissent et les Européens à leur côté, on va enfin détruire ce terrorisme dans leurs racines. Et puis, plus ça allait, plus on voyait ces bombardements un petit peu partout. Quelques réfugiés de Kaboul qui venaient et qui disaient, parce que là-bas l'information c'est bouche-oreille, qui disaient les frappes c'est un petit peu partout, pas seulement les endroits stratégiques, puisqu'il n'y en a pas d'endroits stratégiques à Kaboul et à Kandahar et Jalalabad. Qu'est-ce qui est touché? On sait ce qui est touché par exemple à Kaboul? Par exemple, on a touché la maison de la radio, la télé ou des bâtiments, il y a quelques bâtiments qui existaient à Kaboul. Donc aujourd'hui, Kaboul c'est un champ de ruines, encore pire qu'avant. Et c'est vrai que c'est l'incompréhension. J'ai assisté un petit peu à l'évolution des mentalités des gens, parce qu'au début on se disait bon chouette, on va y aller, c'est l'excitation d'aller à Kaboul. Et plus ça allait, plus on voyait que les bombardements, il n'y avait aucune stratégie qui se dégageait de ces bombardements, et que les lignes du front n'étaient pas touchées. Ils ont mis quand même 3 semaines et demie avant de frapper les lignes du front, où tous les Afghans disent que c'est là que se trouvent les terroristes. Comme disait M. Degnaud, ces Arabes et ces Pakistanais qu'on oublie, qui sont toujours là. Et c'est l'incompréhension totale. Et puis plus ça allait, plus on parlait de la politique future, comme disait M. Chalian, de l'après-Taliban, mais sans impliquer les Afghans. C'est-à-dire que c'est ce président Mosharraf du Pakistan qui parlait de la politique future d'Afghanistan avec M. Bush, ou M. Blair qui venait au Pakistan parlait de l'avenir politique d'Afghanistan, mais à aucun moment on parlait de l'implication des Afghans eux-mêmes. C'est difficile quand même. L'histoire nous a appris qu'appliquer les Afghans n'est pas commode. Que l'histoire de leur querelle interne est aussi importante que l'histoire de leurs guerres externes. C'est difficile de mettre deux
provinces ensemble, c'est difficile d'avoir, comme vous le savez, un gouvernement démocratique en Afghanistan. Je suis d'accord avec vous, mais n'oublions pas qu'à aucun moment depuis 22 ans, on a laissé les Afghans gérer seuls leur politique. Et là, si on l'a fait, et ce fut à Kaboul, et la bataille de Kaboul n'a pas été simple, c'est-à-dire que le gouvernement officiel, toujours reconnu, s'est traduit par une guerre entre des clans qui ont été très dommageables, n'est-ce pas, pour les Afghans. Je vous rappelle qu'en 92, M. Kouchner, quand la résistance a pris le pouvoir, vous aviez les partis wahhabites et chiites qui étaient toujours influencés par l'Iran, vous avez les Ouzbeks d'Ostom qui étaient soutenus par l'Ouzbékistan, et vous avez surtout le fondamentaliste Hekmatyar qui était soutenu par le Pakistan via les États-Unis. Donc à aucun moment, on les a laissés gérer seuls la politique. Comment vous pouvez dire ça? Excusez-moi, j'aime beaucoup les Afghans, j'y ai consacré quelques années de ma vie. Oui, nous vous aimons aussi beaucoup. Merci, on s'aime tous, mais comment vous pouvez pas dire que c'était facile? Le moins qu'on puisse dire, ceux que vous avez cités étaient des Afghans qui se battaient entre eux. Alors, on viendra sur la solution politique. J'espère. Enfin... On va aller aux États-Unis, à Washington. D'abord, je voudrais qu'on regarde cette image parce qu'on dit les opinions publiques chancellent. Il y a aussi sans doute des interrogations aux États-Unis pour montrer à peu près que tout va bien, en tout cas essayer de redonner le moral aux Américains. C'était George Bush. Vous l'avez vu, le 31 octobre, il est allé donner le coup d'envoi d'un match de baseball. Voilà, le président Bush, il a le moral et il veut montrer en tout cas aux Américains qu'il faut continuer à vivre à peu près normalement. Yankee Stadium, voilà, match de baseball, c'était juste le 31 octobre. Et voilà, et maintenant on va justement à Washington retrouver Laurent Muraviec qui est de la Rand Corporation. Ça signifie, Laurent, que vous travaillez dans un centre, vous êtes analyste politique et la Rand Corporation travaille entre autres pour le Pentagone et vous réfléchissez justement à des stratégies. Alors il y a un devoir de réserve de votre part, on va le comprendre. On s'interroge depuis le début de l'émission en tout cas sur effectivement cette stratégie américaine et les buts qu'elle a pu atteindre. 1 mois de bombardement. Et vu de Paris, même s'il faut être patient, comme le dit Bernard Kouchner, comme vu de Londres et d'autres capitales, on se demande si c'était le bon choix. Au départ, je voudrais vous dire, Arlette Chabot, que les médias sont tellement impatientes, on dirait que c'est elles qui font la guerre. C'est-à-dire que CNN en particulier et quelques autres adorent faire la guerre en 2 temps 3 mouvements. Ça dure 8 jours. Monsieur Roosevelt, pourquoi vous ne nous apportez pas la tête d'Hitler sur un plateau d'argent en 3 minutes et demie pour le journal de 8 heures? Ça ne se passe pas comme ça, c'est dur. Vous avez en Afghanistan un régime qui est profondément ancré. Il est ancré avec des soutiens extérieurs, saoudiens, pakistanais, etc. Il va être difficile à déloger. Pour trouver l'aiguille Ben Laden dans la botte de foin, il faut brûler une partie de la botte de foin. C'est dangereux, c'est long. Donc, n'exigeons pas que les Américains gagnent la guerre aussi rapidement qu'on fait une omelette. Donc, il n'est pas faux quand même aujourd'hui, parce qu'on le voit bien, que se dessine un changement de stratégie avec un engagement notamment des troupes au sol plus importante, ce qui peut être au fond tombé dans le piège tendu par les talibans qui rappelaient encore cet après-midi dans une conférence de presse que la guerre sera longue et qu'ils feront mieux contre les Américains que ce qu'ils ont fait contre les Soviétiques. Alors les talibans pensent de façon magique, ça peut être très dangereux, mais l'irrationalité règne en maîtresse. C'est-à-dire qu'ils croient que c'est eux qui ont fait tomber l'Empire soviétique. Ils se trompent du tout au tout, ils étaient une faction parmi les Moudjahidines, une faction et c'est tout. Ils croient quand même que sans l'aide des missiles américains et des équipements américains, de l'argent venu d'ici et de là, ils auraient battu les soviétiques. Non, ils se trompent, ils se font de formidables illusions. Et c'est le règne de terreur sur l'Afghanistan qui leur donne du pouvoir beaucoup plus qu'autre chose, plus l'argent et les ressources venues d'ailleurs. Donc ça, ils y croient, ils ont tort. Deuxièmement, changement de stratégie. Vous savez, on commence par la préparation d'artillerie et après on fait autre chose. C'est quelque chose qui existe en stratégie militaire depuis les Égyptiens ou les Assyriens. On envoie des flèches d'abord, on envoie les troupes après. Donc rien ne dit que ça soit un changement de stratégie. Ce qui me semble important de saisir, c'est que du côté américain, il y a des hésitations. Est-ce que c'est la mission qui définit la coalition ou la coalition qui définit la mission?
Si la coalition, c'est de se battre contre le terrorisme en recrutant la Syrie, l'Iran et quelques autres du même acabit, la mission en est nécessairement affectée. Si c'est la mission, on va démolir la botte de foin ou brûler la botte de foin pour trouver l'aiguille. Si c'est la mission qui définit la coalition, on est dans un autre cas de figure. Je crois qu'il y a des hésitations de ce côté-là. Sans être désagréable avec nos amis américains, une question qui se pose aussi justement sur l'efficacité de la CIA et aussi un peu sur les hésitations du FBI. C'est-à-dire, vous disiez, c'est effectivement une aiguille dans une botte de foin, mais Ben Laden est toujours là et il nargue même encore les États-Unis. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, oui, il est toujours là, mais espérer attraper ce poisson-là en quelques jours, en quelques semaines, c'est illusoire. Il faudrait un coup de chance formidable, il n'est pas à exclure, mais il faudrait un coup de chance formidable. Donc, à mon sens, là n'est pas la question. Quant à l'échec que représente pour le renseignement intérieur et extérieur américain, à la fois les événements du 11 septembre et bien des choses depuis, ça porte témoignage des faiblesses, de leurs faiblesses et en particulier de leur incapacité générale à saisir l'esprit de leurs adversaires. C'est une grave faiblesse, ils doivent y remédier, ils y travaillent, on va voir ce que ça va donner. Si je vous comprends bien, ce qu'il faut s'attendre dans les jours qui viennent et ce qui se dessine, c'est-à-dire une accentuation de l'engagement militaire américain ? Je mets en avant mon devoir de réserve. Je ne vous dirai rien, monsieur le juge. D'accord. Est-ce que, quand même, les Américains n'ont pas cru que c'était un petit peu facile ? Par exemple, on a dit, et je ne veux pas faire de peine à Shekeba, Hachimi qui est avec nous, mais les Américains disaient, au fond, c'est pas très compliqué la guerre en Afghanistan, il suffit d'acheter un peu quelques responsables de tribus et ils changent de côté. Vrai ou faux ? Il ne faut pas acheter un peu, ni quelques responsables, il faut acheter beaucoup, et non seulement acheter, mais il faut avoir une grande cohérence entre l'action qui est menée à l'intérieur et à l'extérieur. Il faut être convaincant, il faut pouvoir dire, il faut pouvoir montrer, il faut pouvoir démontrer, nous faisons le type d'effort qui est nécessaire pour qu'on se débarrasse complètement des talibans. Est-ce que... À ce moment-là, quand ceci devient crédible, il y a beaucoup de gens en Afghanistan, et ce n'est pas quelque chose qui soit strictement afghan, c'est quelque chose de normal, on se rallie au camp du vainqueur. Dès que l'on commence à avoir l'air d'un vainqueur, on engrange des ralliements, pas autrement. Laurent, est-ce qu'on parlait à l'instant sur les vocations, notamment effectivement Bernard Kouchner et puis aussi Gérard Chaliand disait il faut se préparer à une intervention lourde, ça veut dire à des morts. Est-ce que l'opinion est prête aux États-Unis, selon vous, à accepter effectivement qu'il y ait des pertes ? Il y a eu les 5000 morts du World Trade Center, mais est-ce qu'elle va accepter aussi qu'il y ait des boys qui se fassent tuer sur le sol afghan ? Chaliand a évidemment raison. Ils ont pris 5000 morts et la détermination assez sobre des Américains est telle que, oui, non seulement ils vont y aller, mais ils vont le soutenir. Je crois que la doctrine du zéro mort, elle est sortie à la fois de M. Powell il y a une douzaine d'années, au moment de la guerre du Golfe, et des cerveaux très imaginatifs des gens de CNN, qui s'imaginent représenter l'opinion américaine, alors qu'ils sont au mieux l'opinion publiée. Ils ont tort. Ils ont tort et toute discussion avec des Américains, tout voyage dans les intérieurs des États-Unis le montre. Je crois qu'il y a beaucoup de détermination et on leur a cassé New York, on leur a tué 5000 personnes. Ils sont très déterminés et l'opinion publique le sera également. Et ça veut dire qu'il faut qu'on apprenne, nous, et je retiens la leçon en direction des médias, bien entendu, à être patient. On peut l'espérer. Merci. À tout âge. Merci en tout cas d'avoir été avec nous ce soir de Washington en vous remerciant. John Vinocchio, on parle de nos doutes à nous en Europe. Est-ce qu'il y a vraiment un doute exprimé aussi ou des inquiétudes, des incertitudes qu'on retrouve dans la presse américaine ? C'est pas une inquiétude. Bien sûr, il y a des incertitudes et des doutes, mais notre intervenant à Washington avait parfaitement raison de souligner la détermination. Un vieux rusé, un vieux cynique comme Henry Kissinger, qui a mené pas mal de guerres, impopulaires, haïes par le peuple américain. La guerre au Vietnam a dit hier, il n'a jamais vu
autant de détermination, autant de solidité, autant de clarté chez le peuple américain. Je crois que c'est vrai. On oublie un peu en Europe. Il y a un déphasage entre l'opinion américaine et l'opinion européenne dans un domaine particulier. C'est l'histoire de la maladie du charbon. Le peuple américain se sent toujours sous l'attaque. C'est pas comme il y avait le 11 septembre et puis un répit qui va jusqu'à aujourd'hui, le 4 novembre. La pression continue. George Bush a dit samedi que l'histoire de la maladie du charbon, effectivement, c'est la deuxième vague des attentats. Peut-être vrai, peut-être faux, nous ne savons pas vraiment. Mais cette question de détermination, cette question de conviction et cette volonté, je n'ose pas dire volonté vraiment, mais cette capacité de prendre des pertes existe actuellement aux États-Unis et cette mentalité nous sépare un peu actuellement de nos alliés qui sont là, comme la France, avec un appui réel et fort et sur lequel les États-Unis comptent. Mais John, c'est-à-dire qu'en gros, vu les États-Unis ou la presse américaine trouve que nous, en Europe, on est un peu mollasson dans cette affaire ou pas? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je crois que les États-Unis n'ont pas demandé de façon parfaitement précise et auriez-vous la gentillesse de faire ceci ou cela? On a parlé vaguement, ou peut-être un petit peu plus que vaguement, des tâches pour des alliés, mais on n'a pas encore été spécifique. Mais il semble que nous sommes devant un moment fort dans cette campagne. Si vous avez écouté Hubert Védrine hier soir, il a dit les Américains sont prêts à mettre le paquet. Oui. Alors, peut-être, avec ce paquet, viendra des tâches précises pour les alliés qui peuvent accepter ou refuser ou participer comme ils veulent. Gérard Chalion, on posait la question tout à l'heure de la CIA, du FBI. On a aussi l'impression que l'enquête sur le terrorisme piétine totalement. Je ne veux pas être désagréable, mais c'est toutes les questions qu'on se pose. On dit qu'il y a des dizaines de milliers d'enquêteurs aux États-Unis, et finalement le FBI fait un appel à la population en disant donnez-nous des infos parce que nous on n'en a pas. Ils payent là plusieurs années de retard d'une certaine façon, puisqu'il y a plusieurs années qu'ils ont négligé la base même de ce qu'on appelle le renseignement, qui est le plus pénible, l'infiltration. C'est ce que les Européens continuent de faire, peut-être parce que nous manquons d'autres moyens de technologie très avancés. Mais en tout cas, on n'a jamais voulu abandonner les vieilles méthodes. Et de ce côté-là, la CIA est venue, il n'y a pas très longtemps, en Europe, enquêter un petit peu sur la façon de travailler des Européens. Trop de dépendance sur la technologie, les écoutes, etc. Ceci dit, il ne faut pas sous-estimer les Américains. Là, comme ailleurs, ils vont travailler, ils vont rattraper leur retard. Ça prendra le temps que ça prendra, mais ils le feront également. Bernard Kouchner, on est mou. Je posais la question à John Vinocchio. Est-ce que vous avez trouvé, vous, l'opinion française, l'opinion européenne était un peu distante depuis le début? On aurait pu faire plus. C'est pas pareil. L'opinion française suit les médias, ne connaissent pas l'Afghanistan, se demande si un mois, ça n'est pas long. Pourtant, l'histoire de France vous habitue à des guerres de 100 ans. Il faut tout finir en une journée. C'est un peu ridicule. Et puis c'est un peu ridicule, je pense, même de ma part, bien entendu, d'en parler ainsi. Des hommes seront sur le terrain dans des circonstances très particulières et très difficiles de l'hiver afghan. Et on verra bien. Alors, nous avons, la France, accepté de faire tout ce qu'on nous demandait. Et nous verrons dans les semaines et les mois qui viennent. Jusque-là, on ne nous a pas demandé beaucoup. Il y a des actions plus spécifiques que la France peut mener, et en particulier l'aide aux populations. J'espère que nous le ferons bientôt, vous le verrez, à partir du Nord pour le moment. Nous n'avons pas su faire ouvrir aux alliés pakistanais des Américains la frontière pour que un certain nombre de milliers de personnes qui sont en danger puissent se réfugier dans des camps préparés, cette fois à l'avance par le HCR. Ça, je pense que c'est une erreur et qu'il faudrait faire pression amicalement sur l'allié pakistanais parce qu'il joue
double ou triple ou quadruple jeu. Au moins ceux-là qui sont devant la frontière, ces Afghans, ces familles, il faut les faire rentrer. Et puis, un jour, peut-être que les 1000, ou plus de 1000 volontaires français, dont Jean-François Degnaud et moi-même, connaissons bien la force et l'obstination, ceux-là pourraient jouer un rôle pour un Afghanistan retrouvé. Il y a beaucoup de gens en Afghanistan qui aspirent à la démocratie. Mais la bataille, les fracas pendant 25 ans, les morts, on dit 2 millions, ont été si nombreux qu'ils ne savent plus très bien à qui se fier. Mais il y en a beaucoup, des très dignes, et ceux-là, à un moment donné, pourraient se manifester comme le gouvernement qui succédera aux talibans. Je le répète, les talibans doivent partir, sinon on ne comprendrait rien. Et moi, je pensais qu'on pouvait le faire bien avant. Ça s'appelait le droit d'ingérence, devoir d'ingérence accompli par nous. Mais c'était possible en Afghanistan aussi, mais bien ça sûr, c'était possible. Tout le monde s'en moquait. Ça fait 10 ans qu'un certain nombre de gens disent les mêmes choses. Mais ça n'était pas important puisque l'esprit était tourné ailleurs. Il faut écouter aussi les gens qui vont sur le terrain. Il ne faut pas seulement lire les journaux. Et je pense que parce qu'ils étaient seuls et abandonnés, ces Afghans, eh bien, oui, ils ont pour une part, je ne connais pas le pourcentage, soutenu le gouvernement taliban. Il faut aussi compter avec cela. Parce que ce n'est pas simplement une verrue posée sur un corps sain. Alors, il y a des difficultés. On va parler du terrain dans un instant. On va rejoindre Éric Laroche qui se trouve, qui est de l'UNICEF, qui est en ce moment à Islamabad ce soir. On va demander après à Jean-François Degnaud sa réaction. Mais puisque vous parliez justement des réfugiés et de l'action des organisations humanitaires, ce qui a beaucoup frappé évidemment l'opinion, c'est les images des victimes civiles des bombardements et puis qui a aussi amené à poser un certain nombre de questions. Pardonnez-moi, madame, de vous interrompre. Mais les victimes civiles, s'il y en avait eu beaucoup, on en aurait vu beaucoup. Voilà. Ça s'appelle la propagande. C'est ce que disait tout à l'heure Gérard Chalian. Je crois qu'il y a eu beaucoup de guerres avec beaucoup plus de victimes civiles. Alors, Éric Laroche, vous êtes à Islamabad. Bonsoir d'abord, parce qu'il est extrêmement tard, 4 heures de plus chez vous, donc c'est vraiment la pleine nuit, donc c'est gentil d'être avec nous. Vous l'avez entendu ce soir, à la fois Gérard Chalian, Bernard Kouchner disent qu'il y a au fond beaucoup de mise en scène des talibans concernant les victimes. Est-ce que vous avez effectivement le sentiment que ces bombardements ne font pas autant de victimes civiles que, évidemment, le gouvernement ou les responsables talibans le disent ? Écoutez, comme dans toute guerre, effectivement, on joue avec les chiffres et quand les talibans annoncent 1500 victimes, je crois, c'est probablement exagéré, mais ça c'est le cas de toutes les guerres, encore une fois. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que si vous allez à Shaman, c'est-à-dire sur la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan, vous allez voir un défilé incessant d'ambulances. Ça ne veut pas dire, bien sûr, que les ambulances sont toutes pleines de personnes blessées, mais bien évidemment, il y a des gens blessés, il y a des gens qui sont malades à l'intérieur. Et bien évidemment, s'il y a des blessés, ça veut dire qu'en amont, il y a eu des morts. Il y a 2 sortes de morts, et comme disait Bernard Kouchner tout à l'heure, c'est très vrai, et on oublie totalement que s'il y a beaucoup de gens qui sont morts directement des effets des balles et des bombes, en réalité, il y a beaucoup plus de gens, et notamment de femmes et d'enfants, qui vont mourir tout simplement parce qu'il est impossible de donner des secours de façon normale à l'intérieur. Il est impossible de donner satisfaction en matière de soins, il est impossible de donner la nourriture qui est suffisante et ces gens-là vont devenir malnutris, ne vont pas avoir les moyens de passer l'hiver comme on le souhaiterait et donc vont mourir en nombre inconsidérablement plus important que ceux qui meurent des bombes. Éric, est-ce qu'on a une idée de... Tout à l'heure, Yacheba qui est avec nous, Hachemi était avec nous, disait il y a effectivement une réaction négative un peu, en tout cas des interrogations du côté des Afghans. Est-ce qu'effectivement, quel est le premier effet des bombardements? Est-ce qu'il y a des effets négatifs ou pas? Michel Perrard disait, il y a au fond, les talibans se sont dit, ils pensaient que ce serait pire que ça et ils reviennent. Écoutez, je vais raconter des histoires qui semblent un peu bizarres, mais c'est pour donner un petit peu le climat de ce qui se passe ici. Le soir de Kaboul, d'abord, avant les bombardements, il s'est passé quelques semaines, et les jeunes à Kaboul ne croyaient bien, je dis bien les jeunes, parce que les jeunes sont nés dans un climat de guerre, ils ont été élevés dans la guerre. Et beaucoup de jeunes à Kaboul disaient entre eux, mais c'est impossible que les Américains bombardent les talibans. Et alors pourquoi? Parce que tout le monde sait à Kaboul et tout le monde sait en Afghanistan que ce sont les Américains qui ont mis en place les talibans. Donc il est impossible dans leur logique de considérer que les Américains puissent tout d'un coup se mettre à bombarder les talibans, ceux qu'ils ont mis au pouvoir. Et puis les bombardements ont commencé.
Et là, ils se sont dit, bah, tiens, en effet, il se passe quelque chose, ils ont tenu leur promesse, ils vont faire quelque chose. Et à ce moment-là, curieusement, la musique est rentrée dans les rues, parce que vous savez qu'en Afghanistan, vous n'avez pas le droit d'écouter de la musique, vous n'avez pas le droit de danser, enfin, il y a un certain nombre de restrictions qui ont été mises en place par les talibans depuis qu'ils sont au pouvoir. Et donc, tout d'un coup, pour la première fois, on entendait à nouveau de la musique dans les taxis. Les taxis roulaient dans les rues de Kaboul avec les fenêtres ouvertes et on entendait la musique. Et pourquoi la musique? Parce que finalement, c'est une façon de s'en sortir, c'est une façon d'avoir de l'espoir. Et tous les jeunes avaient de l'espoir. Et ça a duré à peu près les premiers jours, la première semaine. Et puis au bout d'une semaine, on s'est dit quand même, une semaine, ça devrait être suffisant pour régler l'affaire. Pourquoi? Parce que quand les talibans, eux, ont pris le pouvoir, ça ne leur a pas pris beaucoup de temps. Par exemple, je prends l'exemple de Herat. Herat, c'est une ville du nord-ouest de l'Afghanistan. Les talibans sont arrivés un soir. Le lendemain matin, la ville était prise. La ville a été prise avec quoi? 25 coups de fusil. Et c'était tout. Il n'y a pas eu quasiment pas de résistance. Donc les gens de Herat disent, eh bien, finalement, avec les moyens qu'ont les États-Unis, ça ne va pas prendre beaucoup de temps pour chasser les talibans. Et puis ils sont aperçus que finalement, au bout d'une semaine, les talibans étaient toujours là. Au bout de 2 semaines, les talibans étaient toujours là. Alors quand je dis que les talibans étaient toujours là, ce n'est pas tout à fait vrai. Les talibans, au bout de la première, deuxième semaine, sont partis. Ils sont partis tous dans leur village. Ils ont été se cacher. Et puis quand ils ont vu que ça commençait à durer, eh bien ils sont rentrés. Et puis après, il y a eu les dommages qu'on appelle collatéraux. En fait, ce sont les bavures. Et il y a eu des bavures à répétition. Il y a eu des bavures sur les ONG qui travaillaient avec les Nations Unies sur le déminage. Il y a eu des bavures sur le CICR. Et là, les gens ont commencé à se douter. Ils se sont dit, mais comment est-ce que ça se fait qu'avec la technologie la plus puissante que l'on a sur Terre, avec l'armée la plus puissante, on puisse en arriver à faire ce genre d'erreur. Ils sont commencés à douter. D'un côté, ils voyaient qu'il n'y avait pas le résultat. Deuxièmement, ils voyaient qu'il y avait des erreurs. Troisièmement, ils ont vu que les gens, dans leur propre famille, avaient des problèmes et se faisaient tuer. Alors à ce moment-là, ça a créé quand même un sentiment différent. C'est-à-dire que tout d'un coup, certaines personnes, et notamment à Kandahar, ont commencé à dire, mais finalement, peut-être est-ce que les talibans ont raison. Et alors, il y a eu non seulement une cohésion des talibans, mais aussi, vraisemblablement, les talibans sont plus portés maintenant par les populations qui les soutiennent, c'est-à-dire les Pashtuns essentiellement, qu'auparavant. Alors, Eric, en vous remerciant, Bernard Kouchner, vous avez été l'humanitaire, vous savez ce que c'est, vous êtes sensible aux propos d'Éric Laroche ou pas? Bien sûr, mais il ne suffit pas d'être sensible, il faut savoir faire quelque chose. Dénoncer, c'est très bien. Mais il se trouve que les humanitaires ne sont pas en Afghanistan. Et donc, il faudrait se débrouiller au maximum. Mais il y en a, l'UNICEF a des représentants qui sont en ce moment en Afghanistan. Des représentants qui sont afghans. Je veux dire, le travail des humanitaires n'est pas possible en Afghanistan. Il faut donc le rendre possible au plus vite. Bien sûr, nous sommes effrayés. Bien sûr, chaque enfant qui meurt est un enfant qui nous fait pleurer. Mais dans toutes les guerres, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on s'étonne? Arrêtons cet étonnement naïf. Ce sont les populations civiles qui trinquent dans les guerres. Si on ne veut pas qu'elles trinquent, il ne faut pas faire la guerre. Mais si on fait la guerre, on sait qu'elles trinqueront. Alors, je crois, en effet, que le moins que pourraient faire les Américains, et Dieu sait si ma solidarité est grande, c'est de faire pression suffisamment pour le Pakistan maintenant pour qu'ils ouvrent leurs frontières et prennent en charge plus de réfugiés. Ils en ont 4 millions, c'est vrai, entre l'Iran et le Pakistan. Mais là, il y a de l'argent, là, il y a des camps, et ils pourraient en prendre plus. John Vinocourt, sur, au fond, le contre-effet ou l'effet boomerang des bombardements. Ce qui est intéressant, là, pour moi, c'est la chose suivante. En Europe, on veut dire vous avez fait trop, vous bombardez trop. Il y a un fort courant d'opinion aux États-Unis qui dit le contraire, vous n'avez rien fait. Et en fait, les chiffres sont très intéressants. Le Washington Post les a publiés récemment, c'est un journal sérieux. À la mi-octobre, le moyen de nombre de sorties par jour de l'armée de l'air américaine était 63 sorties. Alors, au Kosovo, c'était 500 par jour, et pendant la guerre du Golfe, 1500 sorties par jour. Donc, c'était une guerre, selon ces Américains, petit bras, on n'a rien fait, on n'est pas rentré dedans, et c'est peut-être le changement qui est en train de s'opérer. Maintenant, si les prévisions sont exactes, la guerre sera vraiment accentuée. Alors, je vous propose de regarder, on va demander à Jean-François Duhaut de réagir. Petit extrait, c'était de la bande, effectivement, de Ben Laden, dernier message de Ben Laden qui annonce une croisade et carrément une guerre des religions, savoir si effectivement on est parti aussi sur cette dérive d'une guerre religieuse.
Ces foules qui s'agitent de l'Extrême-Orient jusqu'au Maghreb ne le font pas pour Oussama. Elles le font pour leur religion. Et elles savent qu'elles ont raison parce qu'elles luttent contre la croisade la plus violente et la plus féroce contre l'islam depuis Mahomet. Alors Jean-François Deniau, vous avez remarqué, il parle de lui à la troisième personne et il dit effectivement croisade, guerre religieuse. Est-ce qu'à votre avis, l'autre danger, c'est aussi qu'on s'embarque, parce que c'est le ramadan dans quelques jours, que les opinions arabes peuvent réagir, dans une guerre religieuse? Est-ce que je peux d'abord faire Bien une sûr. mise au point sur ce débat très intéressant? Pas facile de parler de l'Afghanistan, tous ceux qui le connaissent savent que c'est compliqué. Il ne faut pas oublier que c'est ce que les Anglais appelaient le centre du grand jeu, c'est-à-dire du jeu d'échecs mondial, que c'est le pays, et ma voisine l'a rappelé, qui est aux confins de 4 empires, et il ne faut oublier aucun de ces empires, notamment l'empire chinois. Et je peux dire que les premières armes de la résistance afghanes n'ont pas été américaines, elles ont été chinoises, et donc non seulement l'Empire des Indes, il y a le Pakistan, l'Inde, la Perse, enfin c'est-à-dire l'Iran, la Russie, tout le monde a son mot à dire, et avec une réalité qu'on a un peu oubliée, c'est que ceux qui font la guerre, ce sont les Afghans. C'est vrai que l'or, c'était celui de l'Arabie Saoudite ou des Émirats, c'est vrai que la force, les armes, c'était les services pakistanais, mais ceux qui se battaient, c'était les Afghans. Alors il y a un moment où je le dis tout à fait clairement, il faut avoir les Afghans avec soi. C'est quand même pas compliqué comme affirmation. Et ce que je me suis permis de dire, aucun de nous n'est plus mollasson qu'un autre, n'est-ce pas? C'est pas ça le débat. C'est est-ce que ce type de bombardement, qui est très limité par rapport à la guerre du Golfe, tous ces chiffres sont vrais, mais il faut dire qu'il n'y a pas la même chose à bombarder en Afghanistan qu'il y en avait en Irak, ou même dans l'armée serbe. Il y a des armées modernes. Est-ce que ce type de bombardement, qui dure depuis 1 mois, est encore compréhensible? Est-ce que, au contraire, les inconvénients politiques ne commencent pas à l'emporter, c'est-à-dire les inconvénients de propagande, ne commencent pas à l'emporter sur les avantages techniques? Est-ce qu'il ne faut donc pas, dans la conduite de la guerre, nous sommes tous d'accord sur les objectifs, nous sommes tous contre le terrorisme, nous sommes tous solidaires des Américains dans cette affaire, il n'y a pas de nuance, je crois, entre les gouvernements et entre chacun de nous autour de cette table. Mais il y a un moment, on a le droit de dire, est-ce que c'est le bon moyen? Est-ce qu'il ne faut pas aussi trouver quelque chose à proposer aux Afghans qui donne l'impression, cela a été dit et c'est vrai, que vous êtes vainqueurs. Je me souviens de l'échec des Soviétiques, puisque nous étions quelques-uns sur le terrain, mais vraiment directement, et les Soviétiques m'ont dit qu'ils s'étaient trompés. Ils avaient cru qu'en envoyant les chars à Kaboul, le signal serait suffisamment clair, tout le monde comprendrait que l'Union soviétique était engagée, et qu'à ce moment-là, la résistance n'avait pas de sens. Et il ne faudrait pas qu'on pense qu'en bombardant, c'est un signal suffisamment clair. C'est un signal, ça l'a été, mais maintenant il faut s'occuper des réalités. Moi, je m'en occupe parce que j'ai là dans ma poche le rapport d'une organisation humanitaire qui s'appelle CARE, qui ne peut pas être soupçonné d'anti-américanisme primaire, et qui me dit que les conditions sur le terrain de vie de la population, des réfugiés qui ne peuvent pas passer la frontière, de l'hiver qui arrive, des femmes et des enfants qui ne sont pas soignés et qui meurent de faim, c'est épouvantable. Alors nous avons quelque chose à faire sur le plan militaire, sur le plan stratégique. Tout ça est vrai, je ne le discute pas, mais en même temps sur le plan politique ou humanitaire, pour montrer que nous nous intéressons dans cette guerre aux Afghans, alors qu'on les a laissés tomber après le départ de l'Union soviétique. C'est tout à fait clair. Dites-nous, il a raison, Jean-François? Tout à fait, c'est... Les mots me manquent maintenant après Jean-François. C'est vrai que depuis tout à l'heure, je suis en train de bouillir un peu, de me dire que... c'est vrai que le débat est très intéressant. On parle de stratégie, de politique, mais on oublie complètement les Afghans. On oublie ce peuple quand même, ça fait 7 ans qu'on le dit, quand même, c'est pas nouveau les talibans, ça fait 7 ans qu'on essaye de le dire, personne ne s'intéresse à nous. N'oublions quand même pas que ce qui s'est passé le 11, ça a commencé le 9, quand à l'attentat du commandant Massoud, c'était quand même le chef de résistance, même si M. Kouchner pense que les Afghans s'entretuent, il y avait quand même une résistance qui tenait, et il y a quand même des partis libres. Imaginez-vous qu'est-ce que serait aujourd'hui s'il y avait 100% d'Afghanistan sous les talibans. Ça, on ne l'imagine pas. Il y a quand même des gens qui se battent depuis 7 ans contre les talibans. Et il y a des zones quand même aujourd'hui qui sont libres. Moi, je suis un peu indignée. Ça fait 6 ans qu'on dit, oui, effectivement, les talibans, ils ont interdit l'éducation, ils ont interdit le droit à la santé pour les femmes. Mais qu'est-ce qu'on fait dans les zones libres? Rien.
Est-ce qu'on aide les écoles dans les zones libres? Non, on ne le fait pas. Est-ce qu'on aide à mettre en place les hôpitaux et donner du travail aux femmes dans les zones libres? On ne le fait pas. Donc moi, ma question est aujourd'hui, effectivement, il y a une grande histoire d'amour entre le public français et les Afghans, et ça depuis toujours, depuis la résistance contre les soviétiques, et ça continue aujourd'hui. Le public français est pour le peuple afghan, mais est-ce que c'en est-il la même chose avec le gouvernement français? Je ne pense pas. Voilà. Alors, Bernard Kouchner, ça c'est une question pour vous, hein. Le gouvernement français, portez pas tout le gouvernement français. Les gouvernements français, comme les gouvernements occidentaux en général, n'ont pas fait assez, presque rien pour le peuple afghan. Ce qu'ils voulaient, c'était que l'Union soviétique soit battue. Ce que les Américains ont fait, même si maintenant nous les soutenons sans aucune retenue, eh bien, ils ont, avec le Pakistan, mis au pouvoir les talibans. Mais c'est une autre histoire, maintenant, elle est terminée. Et l'Arabie saoudite. Et l'Arabie saoudite, bien entendu, qui continue de soutenir, je vous signale. Exactement. Donc, il y a là un paradoxe terrible de la réelle politique. Qu'est-ce qui était plus important? Que l'Union soviétique perde, elle a perdu. Maintenant, l'alliance, c'est avec les Russes, et certains généraux servent les deux, l'Union soviétique et les Russes, maintenant, qui sont d'ailleurs plus ou moins alliés de l'Alliance du Nord. C'est compliqué tout ça, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Pardonnez-moi si vous avez pensé que je manquais de ferveur par rapport à mes amis afghans, mais qui sont très composites. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Ce sont les Américains qui mènent la guerre, et c'est normal, c'est leur légitime défense. Mais les Afghans attendent beaucoup des Européens. Là, je vous parle de l'Afghan qui parle en Afghanistan. Oui, on attend beaucoup de la France et de l'Europe. J'espère qu'ils ont raison d'attendre, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut passer par le Nord pour aider les populations et s'infiltrer le plus loin possible. Pour le faire, il faut le faire. Je vous l'ai dit, vous aurez peut-être une petite surprise ces temps-ci. Il faut absolument faire pression sur ses alliés pakistanais pour qu'ils laissent rentrer des gens qui, sinon, vont aller très mal. Mais l'hiver approche et après, ce sera difficile et nous serons dans la situation décrite par Jean-François Degnaud avec les Afghans qui se battent et qui savent très bien se battre et qui n'ont pas très bien compris quels étaient pour le moment encore leurs alliés. Il faut une plateforme claire, des gens qui parlent de démocratie. Oui, même en Afghanistan, il y a des chefs de province, de clans, etc., qui sont prêts à s'allier. Il y a le roi, qui est encore à Rome, mais je me souviens, Jean-François et moi sommes allés le voir. Il y a 20 ans, c'était déjà pareil, on l'attendait, ce roi. On continue de l'attendre. J'espère qu'il viendra. Il viendra. Enfin, ça fait long tout ça. Et en effet, pendant ce temps-là, les femmes et les enfants et les hommes se heurtent à la frontière et se cognent à la frontière qui est fermée. Je trouve ça tout à fait insupportable. Si on ne fait pas la guerre aux Afghans, ce qui est absolument dans la bouche de tout le monde, alors au moins aidons-les. C'est pourquoi je n'étais pas contre les parachutages de vivres et je crois qu'il faut qu'ils continuent. Parce que ce qui compte, c'est de manger. Il faut faire attention à l'emballage, M. Kouchner, parce que vous avez vu que l'emballage des bombes et de la nourriture... Non, c'est pas du tout la même chose et ne me faites pas croire qu'on lançait des bombes au même moment de la nourriture. Non, c'était à des endroits très séparés, ça n'a rien à voir. Il vaut mieux recevoir un sac de nourriture qu'un sac de bombes. Alors, si on parle de l'action militaire, on parle aussi, j'allais dire, de l'action psychologique. Vous l'avez dit tout à l'heure, il faut sans doute préparer l'opinion à une intervention longue, difficile, coûteuse sans doute, peut-être en vie humaine. Et la bataille de la communication, c'est l'autre, effectivement, grand secteur où les États-Unis, là aussi, sont en concurrence, n'ont pas forcément gagné, c'est le moins qu'on puisse dire, cette bataille de la communication, ni sur le plan intérieur, il y a la psychose, ni sur le plan international. Étienne Lénart, Aaron Diamond, la bataille de la communication américaine. Voici sans doute le meilleur baromètre possible lorsque l'on cherche à mesurer le niveau de psychose qui s'est emparé des États-Unis. Des centres comme celui-ci, il y en a dans toutes les villes américaines. En composant le 911 sur son téléphone, chaque citoyen signale une urgence, un accident ou une alerte. Le centre de Fairfax reçoit 1 500 000 appels par an, mais c'est surtout la nature des appels qui a changé. Les gens voient de l'anthrax partout. On nous signale la présence de poudre suspecte dans les voitures, les autoroutes, les stades, les terrains de foot. Je crois que les gens s'éveillent à une réalité nouvelle. Il y a des personnes quelque part dans le monde prêtes à commettre contre les États-Unis des atrocités. Les Américains doivent vivre avec ça désormais. Et ce ne sont pas les progrès de l'enquête qui vont apaiser les inquiétudes. Après plusieurs centaines d'arrestations, le FBI tourne littéralement en rond, à tel point qu'en fin de semaine dernière, le patron du FBI est venu en personne demander aux Américains de lui donner un coup de main. Dans tout le pays, nous vous demandons de nous alerter sur les comportements suspects, dans la distribution du courrier ou concernant des gens qui auraient des connaissances sur l'anthrax. Quant au président Bush, il ne cesse, lui, de répéter publiquement qu'il faut continuer à vivre tout en restant en état d'alerte.
Un double message difficile à faire passer dans l'opinion, mais sur ce front-là, les États-Unis ont bien d'autres préoccupations. Comment contrer efficacement, par exemple, ce que le gouvernement américain appelle les mensonges des talibans? Après plusieurs semaines de tâtonnement, une structure en alerte 24 heures sur 24 a été créée. Les médias travaillent en continu et de l'autre côté de la planète, ils obtiennent leurs informations auprès des talibans avant que nous puissions ici, de façon responsable, donner notre version des faits. Difficulté supplémentaire, la couverture du conflit par les médias américains. Major Garrett travaille pour CNN. Sa chaîne, au départ, en a fait plus que toutes les autres dans l'émotion et le patriotisme. Aujourd'hui, lui et ses confrères n'hésitent pas à poser les questions qui fâchent. La guerre qui progresse lentement et les victimes civiles en Afghanistan, à tel point que les autorités ont rappelé aux médias leurs responsabilités. Si nous donnons l'impression que nous oublions l'origine de tout ce qui se passe aujourd'hui, à savoir les attentats du 11 septembre, nous risquons de nous éloigner de notre opinion publique. Et sur les écrans de télévision continuent de déferler les images de ces extraterrestres venus enquêter sur de fausses ou de vraies alertes au bacille du charbon. Un sentiment d'incertitude et de peur du lendemain plane pour la première fois depuis longtemps sur le pays le plus puissant du monde. Gérard Chaliand, préparer l'opinion, les opinions publiques qui flanchent, on le voit bien dans les enquêtes d'opinion, les sondages, on peut les rappeler, hein, c'est en chute libre, le soutien apporté aussi bien en Grande-Bretagne qu'en France. C'est fondamental, gagner cette bataille. Bon, en ce qui concerne la psychose dite du charbon, il faut tout de même signaler qu'il y a eu 4 morts et moins d'une vingtaine de cas de contamination avérée. Bon, dans ce cadre-là, on peut dire qu'il ne s'agit pas d'un terrorisme de destruction de masse, comme les Américains l'ont répété pendant des années et des années. Il s'agit d'un terrorisme de panique de masse, ce qui est très différent. C'est fait pour, hein? C'est fait pour, et il faut savoir que ça se passe dans les esprits et dans les volontés, que les effets, en quelque sorte, psychologiques sont très au-dessus des effets physiques, ce qui est la définition même du terrorisme. Maintenant, venons-en à la bataille, disons, de la propagande. Je crois que les Américains ne l'ont pas très bien engagée non plus, dans la mesure où ils ont prétendu par auto-intoxication au début que le régime des talibans n'était absolument pas populaire, qu'il allait se déliter de lui-même et que finalement il serait aisément remplaçable. D'autre part, quand on bombarde un régime, quel qu'il soit, même quand il n'est pas très populaire, il y a des réflexes de type patriotique qui jouent, des gens qui sont des patanes au Pakistan et qui sont les frères de ces Pashtuns viennent les aider. Ce sont des choses inévitables. Donc il faut prévenir les gens que ça ne va pas être facile et que demain, lorsqu'il va s'agir de rentrer dans des villes où les talibans se trouvent, alors qu'il s'agit de ne pas faire de victimes, rien de tout cela n'est simple. Alors, on va retrouver au Caire Samar El-Gammar, qui est journaliste au Caire, sur cette bataille de la communication. Bernard Kouchner, on l'a vu aussi en France, pour mettre un terme à la psychose. Ça part vite, hein. Mais ne parlez pas de psychose. Aux États-Unis, il y a une psychose. Mais non, madame, il n'y a pas de psychose. Il y a une dignité formidable. Il y a des gens qui, sans panique, il n'y a même pas eu de panique au moment où les Twin Towers sont tombés. Et il n'y a pas de psychose en France. Il y a une contagion de la bêtise, voire de la saloperie, si vous me permettez, parce qu'il y a eu 3000 fausses alertes, fausses envois. Mais il n'y a pas de psychose. Voyons, il y a des gens qui craignent, en effet, devant un danger réel, d'être atteints avec leur famille. Mais les gens sont très dignes, ils vont se faire vacciner quand il le faut, ils ont des grandes files très droites devant les hôpitaux. Il n'y a pas de psychose. La psychose, c'est quelque chose qui correspond à une panique par rapport à la réalité. Là, il y a des alertes parce qu'il y a une réalité. Le mot psychose ne doit pas être employé, ni en France, sûrement pas, où il n'y a pas de danger, mais ni aux États-Unis non. John Vinocourt, sur l'attitude de la presse américaine, c'est-à-dire, est-ce qu'on l'a appelé à plusieurs reprises, notamment CNN, sur la diffusion des images, sur une certaine réserve, une certaine distance, est-ce que la presse américaine doit accepter jusqu'où on va, jusqu'à ce que certains disent censure ou autocensure? Mais censure, par rapport à la presse américaine, est un mot ridicule, impossible, inconcevable, tellement lourd, à côté de la plaque, qu'on peut en rire. La censure, peut-être on a vu aujourd'hui ici en France avec le livre de Houellebecq pour lequel on ne voulait pas donner le prix Goncourt. Et on l'a presque censuré. Non, il y a un gouvernement, il y a
la guerre, et il y a une presse qui est impatiente, une presse qui vit dans un monde concurrentiel, et une presse qui n'est pas toujours responsable. Alors le gouvernement dit, mais maintenant vous avancez avec une nouvelle des talibans qui a 100 à 150 Américains de morts en Afghanistan, et puis il n'y a rien. Finalement, la responsabilité de la presse est grande, les pressions sur la presse sont énormes, et la presse finira aux États-Unis, j'imagine comme en France, en se gouvernant tout seul et en étant un reflet assez exact de la société. Hein, ça finit toujours comme ça, où la presse est libre et où la presse peut prendre sa responsabilité. Alors on met beaucoup en parallèle CNN et puis la chaîne arabe qui diffuse. Mais c'est totalement injuste pour CNN. Pourquoi c'est injuste? Alors, la chaîne Taliban ou la chaîne Al Jazeera a sa politique à elle. Elle n'est pas, disons, elle n'a pas le même sens du monde et elle n'a pas le même sens d'équilibre que la plupart des stations de radio, stations de télévision et des journaux dans les pays occidentaux. C'est un fait. Mais quand on reprend ces nouvelles et on les donne le même poids qu'une source, disons, occidentale, c'est pas une très bonne idée. Alors, c'est ça qui se passe. 2-3 images pour comparer CNN, Al Jazeera. Regardez, voilà, c'est ce qu'on... D'ailleurs, dans la plupart des pays arabes, on regarde les deux. مسجلة لأسامة بن لادن. This is CNN. Voilà, je vous propose donc d'aller au Caire retrouver une de nos consoeurs qui travaille à la fois presse écrite, radio, télévision, Samar El-Gamma. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Samar. D'abord, sentiment personnel, on va voir un peu, on parle de la bataille de l'opinion publique, de la bataille des médias. Vous, personnellement, vous parlez très bien français, vous travaillez dans un média. Comment vous avez réagi à la fois sur les attentats et comment vous, et puis aussi un peu ce qu'on dit au Caire sur un mois de frappe en Afghanistan? Bon, justement, il faut savoir que ce soit mon sentiment personnel ou celui des Égyptiens, la majorité des Égyptiens, si j'ose parler de leur nom, a passé en fait par plusieurs étapes. Le premier sentiment, c'est celui qui a suivi immédiatement les attentats du 11 septembre. Et là, les Égyptiens, ils comprenaient très bien la situation dans laquelle se trouvaient les Américains, parce qu'on est déjà passé par là, je veux dire, par les attentats terroristes. Et on comprenait très bien ce sentiment de terreur et à la fois ce besoin de vengeance de la part des Américains. Alors, il y avait une sorte de sympathie avec eux. Et après, est venue cette période qui est le début des frappes contre l'Afghanistan. Et là, il y avait si j'ose dire, un rejet, un refus. On était presque tous contre les frappes contre l'Afghanistan, déjà parce que les Américains n'avaient pas donné des preuves ou des explications qui montraient vraiment que Ben Laden ou bien les talibans étaient vraiment impliqués dans les attentats du 11 et jusqu'à maintenant le monde arabe ou musulman reste convaincu que les Arabes ou les musulmans ne sont pas les auteurs des attentats, donc un sentiment de scepticisme, plus un sentiment de mépris, je veux dire, plus un sentiment anti-américain, parce qu'on rejetait les frappes, on ne peut pas punir tout un peuple à cause d'une seule personne, de Ben Laden. Et là,
c'est un autre sentiment tout à fait différent. C'est un sentiment d'attente. Oui. Samar, aujourd'hui, les frappes, vous l'avez entendu, parce que vous avez la gentillesse de suivre l'émission du Caire ce soir. Il y aura intensification sûrement des combats. Le Ramadan approche. Quelle va être, selon vous, quelle peut être déjà, est-ce qu'on dit au Caire, la réaction des Égyptiens? Bon, c'est très compliqué parce que là, le rejet, ce sentiment de rejet et de refus des frappes s'amplifie davantage parce qu'après 5 semaines de frappes presque ininterrompues, les bavures américaines se sont multipliées, les Américains n'ont pas atteint leur cible et il y a ce sentiment, il y a une question cruciale qui hante les esprits des Égyptiens, c'est que quelle pourrait être l'étendue des frappes? Est-ce qu'un pays arabe serait visé par les Américains? Parce qu'on s'accorde à dire que si les Américains n'atteignent pas leur cible en Afghanistan, ils vont chercher une victoire ailleurs, et l'ailleurs, c'est les pays arabes. C'est ça, il y a un sentiment d'attente et de mépris. Déjà, cette guerre est intervenue à un moment où le sentiment des musulmans était exaspéré par... Une réaction très vite, Gamar, pardonnez-moi. Voilà. Est-ce qu'il peut y avoir une réaction forte en Égypte de la part des mouvements islamistes ou pas? À l'intérieur du pays, je ne crois pas. Mais le plus grand risque, c'est vraiment une montée du courant des mouvements islamistes, mais qui ne serait pas dirigée vers les régimes, comme c'était le cas. Pas d'action contre le gouvernement égyptien, mais peut-être contre des affaires américaines, c'est ce qu'on dit. Voilà, justement. Merci Gamar. Pour terminer, j'ai envie de demander aux uns et aux autres, on est à un mois, on disait un mois de frappe. Dans un mois, selon vous, Jean-François Degnaud, au mieux, qu'est-ce qui se sera passé si on se retrouve dans un mois? Il y a des éléments positifs, c'est qu'il y a beaucoup d'Afghans, comment dire ça, qui en ont un peu assez des Arabes. De ce que d'ailleurs sur le terrain on appelle les Arabes, c'est-à-dire M. Ben Laden qui avec ses équipes, qu'on n'a pas vu beaucoup pendant la guerre contre l'armée rouge, qu'on a vu après, dans les luttes intérieures, et qui ont utilisé ce pays pour en faire une base terroriste. Alors là, c'est un élément tout à fait positif. Maintenant, j'ai dit ce que je pensais des frappes comme elles se passent depuis un mois, je n'ai pas changé d'avis. Il y a de la propagande, il faut savoir que c'est de la propagande. Un bon esprit anglais a dit « Dans toute guerre, la première victime est toujours la vérité ». Bon, il faut savoir ça, mais je ne souhaite pas, même si les opérations au sol sont indispensables, même si le soutien à l'Alliance du Nord, tout à fait pratique, est indispensable, je ne souhaite pas que nos amis américains, et nous aussi, nous nous engagions dans une longue guerre au sol. Nous la connaissons, les soviétiques l'ont connue, ce n'est vraiment pas agréable. Je ne le souhaite pas, c'est tout ce que j'ai à dire. Dans un mois, qu'est-ce qui se passe selon vous? Je ne sais pas, 1 mois, 6 mois, je ne sais pas combien de temps ça va durer cette guerre. Et c'est vrai que je ressors un petit peu encore plus un peu triste de ce débat, parce qu'on parle de long terme. Mais je vous en prie, n'attendons pas la fin de cette guerre pour agir en Afghanistan. Ça fait 22 ans que ça dure, la vie continue dans certaines zones. Il faut les aider pour que le mouvement d'espoir continue. Franchement, ce qui caractérise aujourd'hui le peuple afghan, c'est la dignité et le courage. Et ça, souvent, c'est vrai qu'on l'oublie. Le public le voit de plus en plus. Les gens découvrent ce peuple qui vit quand même dans un désastre depuis 22 ans. Et le courage, c'est quelque chose qui les identifie tout le temps. Franchement, moi, j'ai vu rarement un peuple ou une famille, une femme qui vous regarde dans les yeux, qui vous énumère un père, un mari, un frère tué, et qui, avec le sourire, vous parle de la scolarité de son enfant. Donc, ça veut dire que ce peuple regarde vers l'avenir et qu'il faut les aider aujourd'hui et ne pas attendre la fin de la guerre pour agir. Ça veut dire que sinon, ça fait 22 ans qu'on n'aurait rien fait. Donc, je vous en prie, prenez en compte le courage de ce peuple et sa dignité. Arrêtons de voir aussi que les Afghans ne s'entendent pas, c'est pas vrai. Il y a beaucoup d'autres pays où différentes ethnies cohabitent, donc ce sera aussi le cas en Afghanistan. Et sans l'ingérence étrangère, je pense que ça se passera très bien. Mais aujourd'hui, il y a des zones libres qu'il faut aider. Il y a des zones où la situation humanitaire est catastrophique, qu'il faut l'aider, comme le disait M. Kouchner, et qu'il connaît bien. Et c'est vrai qu'il faut agir maintenant, n'attendons pas. Bernard Kouchner, dans un mois. Dans un mois, dans un an, Seigneur, se pourrait-il? Nous ne faisons pas, nous-mêmes, nous ne faisons pas la guerre, mais nos alliés, nos amis américains ne font pas la guerre aux Afghans. C'est un peu tard pour qu'ils s'en rendent compte, mais ils s'en sont rendus compte. C'est vrai qu'il faut aider toutes les zones libres, tous les Afghans qui sont à portée, et se frayer un chemin éventuellement jusqu'à eux.
Alors évidemment, il faut commencer par le Nord. Pourquoi avoir attendu? Je sais pourquoi. Tout le monde sait qu'il y avait avec le Pakistan des accords nécessaires à passer. Nous avons compris cela. Mais maintenant qu'ils se sont rendus compte qu'on aurait dû laisser faire l'Alliance du Nord tout de suite, car seuls les Afghans peuvent battre les Afghans, ou peuvent s'emparer du pouvoir, c'est évident. Alors maintenant, il faut le faire très vite, avant l'hiver, passer par le Nord, passer par toutes les frontières possibles, puisqu'il y en a plein, et que... C'est vrai que les Américains ont été assez habiles pour ménager leurs alliances, aider la population. Pourquoi céderaient-ils aux sirènes de la démocratie qu'ils connaissent si peu et qui, pendant qu'ils allaient mal, les a abandonnés? Il faut les convaincre de ça. J'espère que... Je ne compare jamais l'humanitaire et la politique sur des choses très mélangées, etc. Mais il faut faire les deux. Il faut se faire aimer et il ne faut pas céder sur les buts de guerre. Si nous cédons devant le terrorisme n'a pas seulement atteint les Américains qu'ils ont tués massivement, il a atteint tous les démocrates. C'est une guerre qui est menée contre chacun d'entre nous. Il ne faut pas non plus l'abandonner. C'est très difficile, il n'y a pas d'alternative possible. Vous nous dites qu'il faut avoir du courage, quoi. Pardon? Vous nous dites qu'il faut avoir du courage aussi aux Français écoutez, qui nous regardent ce soir. c'est facile d'avoir du courage parce qu'on ne nous demande rien. Enfin, il y a des gens qui se battent, ceux-là doivent avoir du courage et nous de les soutenir et éventuellement d'intervenir aussi. Ne pas rejeter cette idée car c'est la guerre des autres. Ce n'est pas la guerre des autres, c'est la guerre de tous les démocrates. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Deuxième thème ce soir, vous l'avez dit, et je vous l'avais dit tout à l'heure, plutôt en commençant, c'est la colère des policiers. Vous savez que la goutte d'eau, ça a été effectivement 2 policiers tués par un truand qui avait été remis en liberté. Il nous a semblé intéressant, avant d'engager le débat police-justice, responsabilité aussi des politiques, de savoir ce que pensent des jeunes qui sont aujourd'hui en formation. Ils veulent devenir policiers, gardiens de la paix, officiers de police. Jamila Mimouni, Bruno Livertou et Vincent Ferreira sont allés les voir et leur demander « Flics, franchement, vous avez vraiment envie ?» Police, on bouscule, les mains sur pare-brise, éteins le moteur. Ça m'intéresse d'aider les gens comme je peux. Et donc le métier de policier est bien placé pour pouvoir aider les gens. C'est un métier dangereux? C'est un métier dangereux, mais bon, il n'y a pas 36 solutions pour aider les gens. Hein. J'ai rien fait de toute manière, bouge pas. J'aime beaucoup l'uniforme. Je pense que tous les gens qui sont ici aiment l'uniforme, mais savoir s'il est considéré dehors, oui, mais ça dépend par qui. Alors que j'étais en milieu de scolarité, j'ai été blessé suite à l'interpellation d'un individu qui m'a tiré à bout portant dans l'abdomen. J'ai pas du tout été découragé, je pense pas croiser mon destin 2 fois. Et puis ça me rendra sûrement plus vigilant et plus attentif à ce qui se passe. J'étais peut-être pas assez professionnel, j'ai peut-être oublié certaines choses qui m'ont... Ça sert de leçon, quoi. C'est vrai que ce métier de policier n'est pas neutre, hein, quelque part. On a tous, autrefois, joué aux gendarmes et aux voleurs. Alors, effectivement, aujourd'hui, eh bien, je pense que certains continuent, entre guillemets, à jouer aux gendarmes, si ce n'est aux voleurs. C'est-à-dire qu'ils ont fait le choix de la sécurité et du dévouement à leurs concitoyens. Quand on passe le concours, on ne pense pas à se faire tuer en service. Hein, Non, on n'y pense pas du tout. En fait, je crois que c'est vraiment un côté on oublie complètement, quoi. On n'y pense jamais. On part sur une intervention, je fais pour l'instant peu de stages, mais c'est vrai que l'adrénaline monte, on est content d'y aller, on y va vraiment avec beaucoup de courage et sans aucune pensée aussi noire. Toutes les armes par destination susceptibles d'être apparentées comme tonfa, matraque, etc. Ah voilà, matraque télescope. Manchaku. Donc vous notez, la notion de détention est liée à celle de domicile. Détenir une arme, c'est la posséder à son domicile. Et on rajoute, selon la jurisprudence, une chambre d'hôtel, un véhicule, une caravane ne sont pas considérés comme des domiciles en ce qui concerne la détention d'une arme. D'accord ? Ça peut paraître un peu démoralisant, tout à fait, parce qu'on va arrêter une certaine personne qui 2 jours après, voire 2 heures après, va être relâchée, d'autant plus qu'elle va nous larguer. Donc bon, il faut prendre son parti, il faut se dire que, attends, la prochaine fois, tu feras une autre bêtise, parce que tu es dehors, mais tu vas refaire des bêtises, et je vais t'attraper, et là, tu vas peut-être prendre plus, parce que justement, c'est une récidive, et il faut les, entre guillemets, les avoir comme ça. Le thème, vous êtes de patrouille pédestre, votre station
La directrice vous informe qu'un vol à la roulotte est en train de se commettre sur un véhicule immatriculé 295 BRE 81. Tu bouges plus. Qu'est-ce que c'est? Bouge pas. J'ai rien fait, moi. Mes origines maghrébines n'interviennent pas dans ma façon de faire mon travail, ça c'est clair, mais ça peut certainement, dans une certaine mesure, aider à comprendre certains phénomènes, certaines cultures et appréhender certaines interventions d'une manière différente. Oui. Je le cache un petit peu, des fois, lorsqu'on me présente, j'hésite à dire mon métier. Je le dis pas tout de suite, je jauge la personne qui est en face de moi. Et puis après, je lui dis, s'il y a lieu de lui dire, je lui dirai, mais je ne vais pas arriver en lui disant que je suis policier. Il y a toujours une méfiance. Je dis à quelqu'un, je suis policier, il va toujours me regarder comme s'il avait fait quelque chose de mal. Comme s'il avait peur de quelque chose, alors que je ne chercherai même pas à savoir s'il a un problème. Mais Depuis mon enfance, j'ai envie d'être policier parce que d'une part, j'étais baignée dans une famille de policiers. Parce que mon frère, mes cousins sont policiers et que peut-être que je suis une fille fragile, mais je veux montrer aussi que les filles ont leur place dans la police nationale. Je crois que si on a peur, on change de métier. Donc les policiers, bien sûr, ils pensent, bien sûr, en sont conscients, mais n'ont pas peur, n'ont pas le droit d'avoir peur. Même les filles. Donc on est policier ou on a peur. Moi, je suis policier. Voilà ce que disent en tout cas des jeunes, garçons, filles en formation, je disais, gardiens de la paix à Draveil ou officiers de police à Canet-Cluse. Donc les policiers sont mécontents, ils l'ont exprimé en défilant il y a une semaine. On va parler, il y a autour de nous des juges, des policiers qui parfois mettent en cause les politiques, qui sont là aussi pour s'expliquer. Alors Jean-Luc Garnier, on les a entendus, Bonsoir. ces jeunes-là, qui ont quand même, je dirais, franchement le moral, hein, parce qu'ils sont en formation. Et quand ils vont sortir de leur école de police, ils vont se retrouver où? La plupart vont se retrouver certainement dans les banlieues difficiles, puisque c'est là où on a le plus de mal à trouver des effectifs. Donc les sorties d'école, en grosse majorité, vont dans ces endroits-là, la région parisienne, Lyon, Marseille, et dans les commissariats les plus difficiles. C'est-à-dire qu'ils ont quel âge en moyenne dans les commissariats maintenant? C'est jeunes 25, 26 ans, grand Ils maximum. sont formés, préparés pour être face à ce genre d'épreuve ou pas? Pas du tout. Ils sont formés de manière globale, c'est-à-dire la formation est certainement bien meilleure que ce qu'elle pouvait être il y a quelques années. Ils ont des notions de droit qui sont largement supérieures à ce qu'il pouvait y avoir, mais pour rencontrer la population qu'ils vont rencontrer dans les quartiers, ils ne sont absolument pas formés à ça. Vous dites quoi? On les envoie au casse-pipe? C'est un peu ça. Et d'autant plus qu'en plus, dans ces banlieues, si vous voulez, il n'y a même plus le tutorat qu'on pouvait avoir il y a quelques années avec quelques vieux fonctionnaires qui les prenaient sous leur aile, qui leur expliquaient un peu le métier. Maintenant, comme la moyenne d'âge est très, très jeune, à part quelques rares exceptions, c'est débrouille-toi et fais comme tu peux. On va revenir effectivement aux difficultés des policiers. Jean-Paul Huchon, président de la région Île-de-France, vous mettez le paquet sur la sécurité. Ça vous affole d'entendre ce que dit Jean-Luc Garnier sur on les envoie au casse-pipe, ils sont trop jeunes? C'est pas vraiment une nouveauté d'entendre ça de la part des policiers qui sont sur le terrain. Moi, j'ai été maire jusqu'aux dernières élections municipales. J'ai connu ça. J'ai passé des nuits au commissariat avec eux. J'ai vu les conditions dans lesquelles ils travaillaient. Et j'en ai tiré la conclusion qu'en matière de sécurité et de justice, parce que la justice a aussi besoin qu'on l'aide, notamment en termes matériels, en termes de recrutement, en termes de secrétariat, de greffier, nous sommes aujourd'hui confrontés à ce qu'on pourrait appeler une loi de programme sécurité-justice. Moi, je souhaite qu'elle intervienne, je le demande au gouvernement, ça fait plusieurs mois que j'en parle. Je crois qu'on est arrivé au point où il faut qu'il y ait un engagement, je dirais presque national sur ce sujet, parce que on a fait à un moment donné du chômage un élément essentiel des préoccupations des Français. Aujourd'hui, cette préoccupation a un peu reculé. Elle risque de remonter avec la situation économique, mais elle a un peu reculé. Et la première préoccupation, c'est la sécurité. Et moi qui ai pratiqué ça bien avant et qui ai fait le fameux virage sécuritaire, entre guillemets... Vous l'assumez, vous, hein? Moi, je l'assume tout à fait. Je veux dire, j'ai été maire, j'ai été sur le terrain. Je suis président de région. La région Île-de-France met 400 millions de francs chaque année sur des moyens de sécurité. Et on construit des commissariats et on construit des maisons de justice. Nous n'avons aucune honte à faire cela
pour moi, c'est une politique qui est parfaitement conforme à mon engagement politique. Quand vous dites 400 millions de francs, ça représente quoi, par exemple, au budget du ministère de 400 millions de l'Intérieur, francs, ministère ça de la veut Justice? dire que pour la construction des commissariats et des maisons de justice, on a signé un contrat, une convention avec le ministre de l'Intérieur, à l'époque Chevènement, à l'époque Mme Guigou pour la justice et M. Richard pour les gendarmes. On est capable de mettre sur la table, nous, région Île-de-France, 120 à 130 millions de francs par an pour construire des commissariats. On sait qu'un commissariat, ça représente, selon les cas, à reconstruire ou à améliorer ou à réhabiliter, entre, je dirais, 5 millions bas mot et 15 millions bon poids au moins. Ben, nous apportons, nous, le tiers de cette somme systématiquement, et dans les banlieues sensibles, on apporte 80%. Or, ça représente à peu près, si j'ai bien compris le ministre Chevènement à l'époque, ce que l'État consacre en gros pour l'ensemble de la France. Donc je comprends qu'il ait quelques difficultés répétez bien, on mesure bien l'ampleur de la catastrophe. Ce que vous mettez, vous, l'argent que donne la région Île-de-France. On met l'équivalent de ce que le budget de construction de commissariat représente nationalement, oui. Oui. Alors, ça fait réfléchir. Jean-Luc Garnier notamment, qui dit effectivement d'accord. Patrick Devedjian, on va revenir à la colère des policiers. D'accord avec Jean Polichon, il faudrait une loi de programmation police-justice. Et vous êtes effaré aussi par le fait qu'il y ait des jeunes comme ça qui se retrouvent sur le terrain sans préparation réelle. Je suis effaré par leur formation insuffisante, mais en même temps, je constate qu'ils sont de très bonne qualité. Ils ont, comme on l'a vu d'ailleurs dans votre film, un véritable enthousiasme, une véritable vocation pour ce métier. Et ils arrivent évidemment désarmés, souvent, dans les commissariats. On les voit sortir de l'école. Mais très vite, ils deviennent bons parce qu'ils se forment sur le terrain. Le drame, c'est qu'ils sont laissés à eux-mêmes, qui sont mal encadrés, insuffisamment encadrés. Le problème, c'est aussi les adjoints de sécurité, qui sont une police, je dirais, de second ordre, et qui, elle, est très mal formée, très insuffisamment formée, et qui perturbe les choses. Le drame aussi, c'est qu'en région parisienne, on ne le dit jamais, mais en région parisienne, nous sommes sous-alimentés. C'est-à-dire que, pour la région parisienne, 2/3 de la population vit en banlieue, 1/3 vit dans Paris intramuros. Pour les effectifs de police, c'est le contraire. Les 2/3 des effectifs de police sont dans Paris intramuros, 1/3 seulement est dans les banlieues. C'est vrai dans les autres villes, parce que là on est très parisien, mais c'est vrai dans les autres grandes villes, c'est vrai pour Lyon, c'est vrai pour Marseille, c'est vrai. Jean-Luc Garnier dit oui à côté. De manière générale, c'est vrai, c'est-à-dire qu'il y a davantage d'effectifs pour les centres-villes, moins d'effectifs pour les banlieues, qui sont pour autant beaucoup plus difficiles. On va revenir sur la colère des policiers et la libération d'un truand multirécidiviste qui a fait une petite guerre. Jean-Baptiste Parlos, quand même, vous êtes magistrat vous aussi. Dans la série La grande misère de la police, la grande misère de la justice. Je suis très heureux d'entendre ce que j'ai entendu il y a un instant, c'est-à-dire que la sécurité publique, je dirais plutôt la paix publique, c'est une chaîne. C'est-à-dire que c'est le travail de la police, mais c'est aussi le travail de la justice. Et il faut reconnaître humblement les choses. Pour la justice, nous ne suivons pas toujours. C'est-à-dire que lorsque des infractions sont dénoncées et déférées devant les autorités judiciaires, la réponse fait parfois défaut. C'est-à-dire que lorsqu'il est question de juger, et de juger rapidement, dans des conditions acceptables, la réponse fait parfois défaut. Et puis lorsqu'il s'agit de faire exécuter aussi les sanctions ou la réponse judiciaire, qui n'est pas toujours une sanction pénale, ça peut être une mesure de médiation, une mesure ou autre chose, parfois aussi la réponse fait défaut. Donc je crois qu'on ne peut pas dissocier, on ne peut pas opposer l'action de la police et l'action de la justice. Lorsqu'on parle de la sécurité publique, je préfère le terme de paix publique. Alors, Michel Alexandre, sur le statut du flic, vous avez été policier, vous avez écrit un scénario d'un film célèbre, Tavernier, 627, du coup, on vous a gentiment poussé un peu vers le départ, mais on ne va pas revenir sur cet épisode. Est-ce que la situation des policiers s'est vraiment dégradée ces dernières années, oui ou non? Elle s'est dégradée. Moi, je peux vous le dire en rencontrant fréquemment